Général François Lecointre, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue, vous êtes ancien chef d'état-major des armées, vous êtes le grand chancelier de la Légion d'honneur et vous êtes l'auteur d'Entre-guerres, publié chez Gallimard dans la collection NRF, la collection blanche, qui vient de recevoir le prix aujourd'hui. Entre-guerres avec un S à guerre, est-ce à dire que le passé et le présent nous obligent, par réalisme, à renoncer à l'idée de paix perpétuelle, à l'idée d'une humanité débarrassée de la guerre ? Je pense qu'il faut renoncer à cette idée-là, oui, parce que d'abord, elle est fondée sur un malentendu, sur une incapacité à regarder le monde tel qu'il était autour de nous, et que ce qui, moi, m'a poussé à écrire ce livre et à l'intituler ainsi, c'est ce que j'ai vécu dans une vie de soldat qui était confronté à la réalité de la guerre, à la confrontation guerrière, au combat, dans tous les théâtres d'opération sur lesquels j'ai été engagé, dans tous les pays dans lesquels j'ai été, et que chaque fois que je rentrais en France, je me heurtais à l'incapacité et l'impossibilité dans laquelle je me trouvais de témoigner de cela. Parce que les gens refusaient cette réalité, ne voulaient pas l'entendre. C'est pas parce que vous étiez la grande muette, comme on dit, c'est parce que les gens ne voulaient pas l'entendre. Parce que les gens ne voulaient pas l'entendre, parce que les gens, la société dans son ensemble, nos politiques, le monde occidental, l'Europe en particulier, parce que je pense que c'est un phénomène très européen, s'était persuadé que d'abord, le choix qui avait été fait de construire l'Europe pour la paix était un choix qui était le plus sage qui soit, que par ailleurs, grâce à ce choix et grâce aux efforts que nous faisions, nous atteignions enfin un stade supérieur d'humanité et de développement psychologique, intellectuel, qui nous débarrassait définitivement de ce qui était un âge de la barbarie, l'âge des guerres. Et que certes, il pouvait encore y avoir ici et là quelques vestiges, mais que ça n'était plus des guerres et que jamais ça ne reviendrait à la guerre. Or, ce que nous vivions, nous, soldats, dans cette époque-là, c'était cette confrontation à la permanence de la violence de l'homme et à la permanence des mécanismes qui conduisent naturellement à la guerre et qui sont liés aux sociétés et aux hommes. L'humoriste Francis Blanche disait ironiquement « Je suis né durant la paix de 1839 ». Et nous, on compte évidemment l'époque selon les guerres. Votre livre est un récit de vie et de combat. C'est aussi un objet littéraire. C'est un vrai ouvrage de littérature. Est-ce à dire que vous avez voulu masquer la réalité derrière les artefacts de la littérature ? Non, alors moi j'ai compris l'effort de création littéraire que j'ai fait comme au contraire une façon d'essayer d'atteindre des lecteurs qui ne sont pas naturellement sensibles au sujet des armées et au sujet de la guerre et au sujet du combat. Et en tout cas les expériences que j'ai eues moi de lecture de récits de guerre qui m'ont le plus touché, c'est et les expériences qui m'ont le plus marqué, c'était la lecture de grands auteurs. De Genevois, de Céline, quand ils parlent de la guerre, c'est absolument terrible. Et on est saisi parce qu'ils en parlent de façon intime. Et donc je me suis dit que c'était comme ça que je pouvais rendre accessible ce qu'avec nos compagnons nous avions vécu. C'était en essayant d'être le plus sincère et le plus intime possible. C'est ce qui me semble être aussi une forme, peut-être la façon d'écrire quelque chose, de rédiger quelque chose de littéraire. C'est de se livrer. C'est de descendre au fond de soi-même et d'essayer, sans être impudique, de ne pas masquer les choses. L'épopée héroïque, finalement, c'est un mensonge par rapport à la réalité de la guerre. L'épopée héroïque est sans doute un mensonge, oui, est une forme de mythe. Parce que le combat, c'est le doute, c'est la peur, c'est l'effroi parfois, et ce sont des choses qui ne sont dépassables que parce qu'on est ensemble pour le faire. Alors, une fois que cela a été fait, d'abord, ce sont des récits que les gens n'ont pas envie d'entendre, parce que même s'ils veulent entendre parler de l'épopée, ils ne veulent pas entendre parler de la peur, du doute, de l'effroi. Ça ne les intéresse pas. Et sans doute cela les inquiéterait-il s'ils pensaient que nous pouvons douter, avoir peur, ne pas savoir exactement les raisons pour lesquelles nous combattons, les interroger en permanence. Mais c'est quand même ça la réalité. La raison pour laquelle on combat, la raison pour laquelle on tue, vous le dites, page 72, ça ne peut être qu'une cause sacrée. En l'occurrence, la France. Moi, je pensais que ça allait être des éléments rationnels. Un conflit, il y a des intérêts, des buts de guerre, comme on dit. Non, ça ne suffit pas. Il faut absolument que ces buts de guerre puissent être rattachés à ce qui... d'abord, l'autorité à laquelle nous obéissons.
Et l'autorité à laquelle nous obéissons, c'est le président de la République, parce que nous sommes une grande démocratie, une grande république, et que c'est le président de la République qui, selon les termes de la Constitution, porte la responsabilité d'engager ses soldats. Donc tous les buts, quels qu'ils soient, que ce soit des buts humanitaires même, et d'ailleurs c'est ça la difficulté, c'est qu'il faut être capable de rattacher une opération d'humanité à l'intérêt de la France. Mais en tout cas, parce que sans doute n'aurons-nous pas le temps d'en parler, mais la finalité humanitaire d'une opération militaire est toujours quelque chose de difficile à définir et qui peut être retourné. Tuer des vies pour en sauver d'autres, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Et puis par ailleurs, l'intervention d'humanité, finalement, donne une sorte de blanc-seing à celui qui va s'engager au combat, parce qu'il a le sentiment de se battre pour une cause qui n'est pas celle de son pays, mais pour une cause encore supérieure au service de son pays, et qui justifierait, parce que cette intervention d'humanité conduit inévitablement à définir le gentil et le méchant, le très violent et le criminel et celui qui doit être sauvé, peut conduire à dérégler même la façon dont le soldat conduit son combat, puisqu'il va être, dans une opération d'humanité, tenté de venger l'opinion publique indignée qu'il représente. Or, dans la guerre, on ne peut pas venger. On est là pour combattre. On n'est pas là pour se venger. Et pourtant, quand vous le décrivez, quand vous menez une action d'assaut sur le pont de Verbania à Sarajevo, vous êtes saisi vous-même par ce sentiment de vengeance, de tuer l'autre parce qu'il a tué votre camarade. Oui, c'est vrai, mais c'est précisément de cela qu'il faut se défendre et de cela qu'il faut se préserver. Et comment on s'en préserve? On s'en préserve d'une certaine manière d'abord par l'expérience, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a ressenti ça et qu'on sait qu'on peut être saisi par cette envie de se venger, on se méfie de soi-même, on est plus lucide sur ce qu'on est réellement. On s'en préserve aussi surtout parce qu'on n'est jamais seul au combat et qu'on travaille et qu'on s'engage sous le regard de ses camarades. Qui vous équilibrent les uns les autres, ils s'équilibrent. Qui exigent en permanence que vous soyez digne. Qui exigent en permanence que vous soyez digne. Je pense que la solitude est une chose absolument terrible. Vous savez, j'ai beaucoup aimé ce livre Vendredi ou l'âme du Pacifique, qui est magnifique. Et à un moment, Robinson Crusoe a peur de lui-même parce qu'il aperçoit son image dans un miroir et qu'il ne reconnaît pas l'homme qu'il voit dans le miroir. Il voit un visage dur qui l'effraie. Et évidemment, ce qu'il y a derrière ça, c'est la solitude, c'est l'absence du regard de l'autre qui l'a rendu inhumain. Dans le combat, c'est la même chose. Ce qui vous rend humain, ce qui vous fait exigence de rester digne de votre humanité, c'est le regard de vos camarades. Est-ce que c'est aussi le regard de la société à travers les médias qui rendent compte des guerres? Vous avez, page 66, un mot un peu dur sur les journalistes. Vous dites qu'évidemment, le journalisme ne peut pas faire la part de toutes les nuances et des complexités d'un combat. Est-ce qu'il est utile quand même, ce journalisme de guerre? Oui, il est utile. Et il est évidemment utile. Parce que le droit ne garantit pas tout et que le soldat combat malgré tout en respectant les règles de droit, mais que l'observation extérieure par un observateur neutre est évidemment de nature à rappeler aux soldats le fait qu'il travaille et qu'il s'engage et qu'il combat dans un cadre qui est fixé et qui doit être respecté. Donc la présence des médias est évidemment utile. Ce que je dénonce dans le livre, c'est précisément que certains de ces médias obéissent à des lignes éditoriales et que dans certaines situations de guerre civile, en réalité, ces lignes éditoriales interdisent que l'on présente la situation de façon neutre. On est partisan par la ligne éditoriale. On est partisan par la ligne éditoriale. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu, notamment à Sarajevo, oui. La guerre telle que l'amènent les soldats de Tsahal à Gaza, c'est-à-dire une guerre de tunnels, une guerre urbaine, est-ce que c'est la pire des guerres qu'on puisse imaginer pour un soldat? Je ne sais pas ce qui est la pire des guerres. Ce que je crois, c'est que même si on est à l'ère de l'intelligence artificielle, de la mécanisation de la guerre et au-delà de ça, de la guerre à distance par drone interposé, par robot interposé demain, et qui, encore une fois, pourront agir sans même l'intervention de l'homme, si on n'y prend pas garde, quelle que soit, encore une fois, la sophistication de cette guerre, quand elle dure, la guerre ramène à la barbarie. Même si on est à 6000 km et qu'on pilote un droïde? Alors, quand on est à 6000 km et qu'on pilote un droïde, on peut devenir fou parce qu'on fait quelque chose qui vous rend fou. Et que je pense que le paradoxe, c'est que quand on est confronté au danger en exposant sa propre vie, quand on doit donner la mort, en réalité, on est sans doute amené à tuer le moins possible, à tuer le moins mal possible. C'est pas un jeu vidéo, quoi, voilà. C'est pas un jeu vidéo. Il n'y a pas d'artificialisation de ce qu'on est en train de faire. Malgré tout,
la guerre, au bout du compte, se termine ou revient à des âges et à des formes barbares. Je cite souvent un officier général que j'appréciais beaucoup qui disait « On n'a jamais vu une bande de terroristes se rendre à des B-52 ». De toute façon, à la fin, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, on revient à ce qu'il y a de plus rustique dans la guerre. La tranchée, le corps à corps. Le corps à corps, l'homme, sa capacité à endurer. Et aujourd'hui, c'est là-dessus que se jouent les guerres. Et donc, le potentiel de barbarie. Le potentiel de barbarie, mais aussi, et je dirais surtout, le potentiel de résistance de toute une population et le potentiel de courage et de résistance morale de soldats qui croient en ce en quoi ils font, qui croient aux raisons pour lesquelles ils se battent et qui sont prêts à endurer énormément de choses. Mais c'est bien là que va se jouer le combat. C'est sur une volonté collective portée par des soldats qui défendent une idée, un peuple, un pays. Et qui savent, comme vous l'écrivez, que tous ses concitoyens l'accompagnent au combat. Oui. Ça, c'est nécessaire. C'est indispensable. C'est indispensable de dire, je pense que ça apporte aux sociétés si elles le savent et si elles le font. Parce que jamais vous ne combattez que pour vous. L'armée n'est pas l'armée de l'armée, elle est l'armée de la nation. Elle se bat pour une cause qui est, dans une démocratie, la cause qui doit être validée, accompagnée par l'ensemble des concitoyens. Parce que le soldat est le bras armé de son pays et de sa société. Et quand il tue en engageant la responsabilité de ses concitoyens. Et je pense que le fait que nos concitoyens prennent la mesure de cette responsabilité qui est la leur, quand leurs soldats, en leur nom, vont tuer, est sans doute de nature à inspirer une réflexion, un sentiment de responsabilité et sans doute un questionnement fécond et utile sur quel est mon pays, quelles idées défend-il, quelle place veut-il tenir dans le monde? Est-ce que j'adhère à cette vision-là? Et c'est ce questionnement qui manque, je pense, aujourd'hui. Pourquoi écrivez-vous, page 61, « Un soldat combat toujours dans l'espoir de parvenir à la paix ». Moi, je pensais que ça serait de parvenir à la victoire, à la destruction de l'ennemi, enfin un objectif immédiat. Non, parce que précisément, un soldat, je pense qu'il n'y a pas d'action plus politique que la guerre et le combat. Voilà. Et que les armées sont l'instrument d'une politique. C'est pas moi qui le dis, c'est Clausewitz, c'est la continuation de la politique. Mais que l'objet de la politique est de gérer une relation de force et de parvenir au bout du bout à l'apaisement de cette relation de force et à un équilibre qui permettra de renoncer à la guerre. Entre-guerres, François Lecointre, c'est chez Gallimard dans la collection NRF. Merci et bonne journée. Merci beaucoup.